aujourd'hui, je reçois Thibaut, qui est Global Data and AI Product Manager sur le périmètre Manufacturing et Supply chez Sanofi, le groupe pharmaceutique leader mondial. Il va nous parler des 3 piliers de leur stratégie data et IA. Hello Thibaut, ça va? Salut Robin, merci pour l'invitation. Je suis ravi d'être ici avec toi. Je suis ravi de te recevoir sur le podcast pour le premier épisode finalement de DataGen sur le thème de la pharma. Excellent. Cet épisode est rendu possible par Kerus, le cabinet de conseil et tech spécialisé sur la data et l'IA. J'ai rencontré Brahim qui est VP chez eux et il est venu nous expliquer comment mettre en place une Data Analytics Factory sur le podcast. C'est l'épisode 189. D'ailleurs, ils ont également rédigé un e-book qui reprend les 4 piliers clés. Pour le recevoir, il suffit de s'inscrire sur le lien en description. Si vous souhaitez vous faire accompagner par Brahim et les experts de Kerus, contactez-le de ma part. Je vous mets également son mail en description. Pour démarrer, tu peux nous en dire un petit peu plus peut-être sur Sanofi, parce que j'ai rappelé très succinctement ce que c'était, mais aussi plus précisément un peu le contexte data global chez Sanofi. Sanofi, c'est l'un des leaders mondiaux du secteur de la santé. C'est une entreprise qui a environ 100 000 personnes au total et dont 30 000 personnes sur le secteur Manufacturing and Supply. Ok. On y reviendra, donc c'est notamment les sites industriels, etc. C'est vraiment une entreprise qui est basée sur la data, globalement, et qui est basée sur 4 piliers, donc de la stratégie qu'on appelle Play to Win, qui est l'efficacité, réinventer ses manières de travailler, se focaliser sur la croissance et l'efficacité d'une manière générale. C'est une entreprise qui a mis un gros coup de boost à partir des années 2018 sur la structuration data dans le cloud. Voilà, on y reviendra, je pense, mais il y a une grosse impulsion et c'est le bon moment si on aime la data pour être chez Sanofi. Et donc, tu parlais effectivement de 100 000 personnes, 30 000 personnes sur la partie Manufacturing and Supply, et sinon, spécifiquement sur la partie data, je dirais qu'il y a à peu près combien d'experts data? Ce qu'il faut savoir, c'est que Sanofi, c'est une entreprise où il y a énormément de statisticiens qui ont évolué sur des postes de data scientist. C'est une entreprise qui a une grosse diversité de data scientists et notamment de data scientists appliqués au métier. Il y a une grosse population, on va dire, chez Sanofi, notamment sur les sites industriels. Après, sur la partie globale digitale, donc l'idée, c'est de créer des applications à l'échelle, de se structurer sur la data. On va dire qu'on est environ peut-être 1000, quelque chose comme ça, au sein du digital, qui se focalise sur la data à l'échelle, On va rentrer dans le sujet de cette stratégie data juste après, mais avant ça, comment tu t'es retrouvé, toi, Global Data and AI Product Manager sur le périmètre, je rappelle, Manufacturing et Supply chez Sanofi? Moi, j'étais pas du tout prédestiné à travailler dans la data et encore moins dans la pharma. J'ai fait un master à l'université Paris-Dauphine. En fait, j'ai fait toutes mes études en alternance et j'ai eu que des métiers dans la data. J'étais un passionné de ces métiers-là. J'ai eu des postes à l'époque, ça s'appelait data miner. Donc, j'ai travaillé 4 ans chez Louis Vuitton en tant que data miner, data analyst, etc. Après, j'ai travaillé chez Chanel où j'ai été plus sur des postes data mais appliqués au métier. Je pense notamment à un métier sur la prévision des ventes au sein de la cosmétique. Et à partir de 2018, en fait, j'ai rejoint Sanofi en Espagne sur un poste transposable. Donc, à l'époque, c'était faire de la data science appliquée au métier, donc le poste de prévisionniste, mais chez Sanofi. Donc, ce métier était transposable, peu importe le secteur, c'était les mêmes méthodologies qu'on appliquait. Ensuite, data scientist, je suis revenu en France sur le site de Marcy-l'Étoile, si jamais il y a des Lyonnais qui nous écoutent. Et voilà, ça fait 3 ans et demi que je suis au Global Digital et je gère les produits data et AI, on va dire, pour Manufacturing and Supply. Ok. Je te propose qu'on rentre dans le sujet. Quels ont été tes plus gros chantiers ces dernières années? Je dirais qu'il y a eu 3 chantiers. Il y a eu l'ambition d'avoir de la data et l'IA sur toute la chaîne de valeur. Sanofi, c'est une énorme entreprise et donc il faut connecter tous nos process de A à Z, donc end-to-end, comme on dit, si tu me permets l'anglicisme. Ensuite, il y a l'implémentation de la stratégie data mesh. Donc, au-delà de tout ce qu'on voit dans les bouquins, comment concrètement tu mets ça en place sur le scope que j'adresse, qui sont les sites industriels, donc le scope Manufacturing and Supply, et comment tu l'adaptes au contexte Sanofi et pharma. Et ensuite, le troisième pilier, c'est les data fondations. Donc, une fois que tu as mis en place ton data mesh et que tu veux scaler l'IA sur toute ta chaîne de valeur, comment tu crées un socle de données qui soit robuste et on va dire réutilisable, validé, testé à l'échelle pour pouvoir optimiser toute ta chaîne de valeur. Ce serait intéressant qu'on creuse un peu ces 3 piliers. Le premier, finalement, quand tu dis connecter un peu tous les process, utiliser la data sur toute la chaîne de valeur, moi je le vois un peu comme déployer des cas d'usage data et IA. Je ne sais pas si c'est à peu près C'est exactement la ça. même chose. Peut-être que tu nous en dises un peu plus là-dessus et que tu nous illustres les types de cas d'usage dont on parle. Ce sera peut-être l'occasion aussi de nous donner un peu plus de visibilité sur ce métier Manufacturing and Supply pour qu'on comprenne un peu mieux où la data apporte de la valeur dans ce métier. L'idée, c'est si on veut maîtriser toute la chaîne de valeur, on veut la maîtriser à travers la data et parce qu'on veut optimiser cette chaîne de valeur via l'IA. L'ambition de l'entreprise Sanofi, c'est de réduire par 2 le temps entre la recherche et la découverte, on va dire, d'un nouveau médicament et la mise en place sur le marché. Si tu veux réaliser ça, aujourd'hui, ça prend 10 ans. Si on veut le réduire à 5 ans,
Du coup, il faut qu'on ait toute la data et l'IA pour venir optimiser toute la chaîne de valeur, sachant qu'on a des infrastructures de sites industriels qui peuvent être triangles, carrés, ronds, si tu me permets l'analogie. En gros, ils ont tous des architectures différentes. Donc, il faut qu'on soit capable d'agréger la data de manière robuste dans notre warehouse, quoi, qu'est Snowflake. Globalement, on est structuré sur l'IA avec 3 grands streams. On a l'expert AI. L'expert AI, c'est un type d'IA qui va être utilisé par les experts process dans le cadre de l'optimisation d'un procédé de fabrication, qui est une recette de cuisine, en fait. Il va te permettre de faire des optimisations, des scénarios et optimiser globalement ton procédé de fabrication. On a la partie Snackable AI, donc c'est l'évolution de la BI dans laquelle on a ajouté des composants réutilisables IA. Et ça permet en fait de prendre des décisions data-driven, on va dire, pour piloter l'entreprise ou pour piloter des organisations ou des décisions stratégiques. On n'est pas vraiment sur l'expertise process, on est vraiment sur comment je prends des décisions stratégiques pour piloter l'entreprise. Et évidemment, le dernier, le plus fancy, le Gen AI. Nous, on l'utilise dans notamment la génération documentaire, mais on a une énorme ambition sur la partie comment on vient démocratiser la data au-delà des experts data, on va dire, donc les data analystes et plus. Donc tous ceux qui sont capables d'aller faire des requêtes SQL dans Snowflake, dans DataIQ, etc. Donc comment tu démocratises la data, l'accessibilité à la data et donc la prise de décision à travers le langage humain. Un use case mythique, on va dire, c'est un use case qui s'appelle Simply. Simply, c'est en gros un optimiseur. Si tu prends un procédé de fabrication, chez Sanofi, c'est une grosse recette de cuisine. Je schématise et je m'excuse pour tous les Sanofiens qui vont nous écouter, mais c'est une grosse recette de cuisine où tu vas acheter de l'eau, du sel, du sucre. L'idée, c'est d'optimiser toute ta chaîne de valeur et toute ta recette de cuisine pour t'assurer que tu vas sortir le meilleur gâteau en plus grande quantité dans la meilleure qualité. Et j'insiste sur dans la meilleure qualité. Parce qu'on est en pharma et donc on doit s'assurer que tout ce qu'on fait est testé au-delà du fait que ce soit optimisé. Donc en gros, Simply, c'est ça. C'est un optimiseur qui utilise l'IA pour optimiser toute ta chaîne de valeur. Sachant que Simply, c'est un optimiseur des médicaments qui sont déjà produits. Du Pixent, Clexane pour ceux qui connaissent. Et donc globalement, l'idée c'est de venir optimiser soit des parties qui sont lentes ou faibles, on va dire, sur la chaîne de valeur du procédé, entre le manufacturing, donc le fait de produire et de distribuer, soit sur toute la chaîne de valeur. Voilà. Ok. Donc ensuite, sur le deuxième pilier, tu parlais du data mesh. Ça, c'est un sujet qui, j'ai l'impression, peut être abordé de différentes manières. Toi, tu disais qu'en plus, là, ça avait été aussi pas mal adapté à votre contexte. Tu peux nous dire un peu comment ça se décline? Évidemment, on a regardé le bouquin du data mesh. On s'est dit, OK, donc ça nous plaît. On va mettre ça en place chez Sanofi. Et c'était pas d'ailleurs que sur le scope que j'adresse, qui est le scope Manufacturing and Supply, mais c'est vraiment sur toute l'entreprise, donc côté R&D, au marketing, commercial, etc. Donc c'était un push qu'il y a eu à travers toutes les organisations. Donc on a pris ce mock-up, on va dire, du data mesh et on s'est dit, OK, donc comment on peut l'adapter à Sanofi? Et donc sur le premier pilier, qui est le pilier des domaines, en fait, on a regardé, on s'est dit, OK, donc Sanofi, il y a du SAP, etc. C'est un peu complexe, donc on va pas aller sur les systèmes sources, donc les ERP, etc. On a regardé nos process, on s'est dit, ouais, c'est plutôt bien défini. C'est un langage commun que tout le monde peut utiliser. Où on va tous parler le langage process chez Sanofi, donc la recette de cuisine Sanofi au global. Et on s'est dit, bouf, domaine, c'est le langage commun, c'est le process Sanofi. Ça, c'était le premier pilier, sachant qu'on est dans un contexte chez Sanofi, c'est ce que je disais juste avant, où tu as un site qui va être en termes d'infrastructure triangle, l'autre qui va être carré, l'autre qui va être rond. Et donc, on n'a pas d'harmonisation, on va dire, au niveau des ERP, même si ça tend vers ça. On accélère à fond là en ce moment. Mais la data et l'IA, c'est maintenant. Et on n'a pas le temps d'attendre que nos ERP soient harmonisés pour aller sur ce langage commun. Et donc finalement, le langage commun devient le process qui va devenir un peu un modèle intermédiaire de données finalement que vous créez, qui est entre le niveau source et l'usage, quoi. Juste pour illustrer, du coup, un process ou deux, c'est justement ce que tu disais, c'est par exemple la première étape pour modifier un médicament ou pour créer un médicament, c'est inventer la recette, quoi. Ouais, c'est ça. Ça, c'est un process, quoi. Donc c'est toutes les étapes finalement qui vont être communes à la création d'un médicament sur les différents sites. C'était, par exemple, tu as la production, tu vas avoir la qualité, la supply chain, le HSE, tout ça, c'est des process. Et voilà. Il y a le deuxième pilier qui est gérer sa data as a product. Donc, on est organisé, tous nos domaines finalement sont des produits pour créer des bases de données finalement qu'on appelle des data fondations. C'est ni plus ni moins que des bases de données dans Snowflake. Et donc, on crée ces bases de données en mode agile avec une équipe produit, un PO, des data ingénieurs, des data modelers qui, eux, visent à harmoniser la donnée sur la base du process. Et donc, on gère notre data as a product, finalement. Donc là, en fait, on retrouve une squad par domaine. Chez vous, les domaines, en fait, c'est un process. Bon, après, ça peut être un groupe de process, peu importe. Et dans une squad, tu retrouves finalement les profils data dont tu as besoin pour créer des tables dans Snowflake. Finalement, je oversimplifie parce que, bien entendu, autour de la table, Mais c'est exactement ça. Pas mal de choses. Et après, du coup, tu as le troisième pilier, comment tu démocratises ta data, donc la data self-service, on va dire.
Donc, on a défini une stack standard, évidemment. Donc, en fonction du persona, on a défini une plateforme. Donc, un data analyst ne va pas aller dans Databricks, par exemple, ou ne va pas aller. On a un Databricks interne qui s'appelle OneAI, qu'on a développé. C'est une plateforme as a service. Par exemple, un data ingénieur, un persona data ingénieur, on va lui dire tu veux accéder à la data single source of truth, donc la seule source de vérité chez Sanofi, tu vas dans Snowflake. C'est un peu ça. Donc, en fonction des personas, on a défini des plateformes qui étaient les plus adéquats. Ok. Et donc, ça, c'était le troisième pilier sur la partie data mesh. Donc, on avait domain/process, data as a product, self-service. Ok. Et là, on repasse sur le troisième pilier, mais de la strate globale. Donc, elle se retrouve, je ne sais pas si vous nous suivez dans l'audience. Le premier pilier, c'était plutôt les cas d'usage dont on a parlé au début. Le deuxième, c'était la stratégie data mesh. Et enfin, le troisième grand pilier, tu nous avais parlé de fondation data. Exactement. Donc, les data fondations, par définition, c'est des fondations de données pour l'entreprise. L'idée, c'est de se dire, nos sites industriels, ils ont une complexité d'infrastructure qui leur est unique, vu que c'est des sites industriels qui sont spécialisés dans leur recette de cuisine, finalement. Et globalement, on a créé ces data fondations sur la base des process, comme on le disait, dans le but d'harmoniser, de créer des seules sources de vérité qui puissent être utilisées dans des cas analytiques, opérationnels ou transactionnels. Voilà, c'est les 3 cas, globalement, qu'on va avoir dans le cas d'usage des data fondations. Qu'est-ce que c'est finalement? Ce sont des bases de données harmonisées dans Snowflake qui sont basées, sur ce qu'on appelle des objets métiers. Et le plus important pour réussir ça, il y a 2 choses qui sont très importantes, on va dire, dans une boîte comme Sanofi. C'est de créer, en fait, une responsabilité partagée entre nous, digital, et le métier. Donc ce qu'on appelle, notamment un profil qui s'appelle les business process owners. C'est eux qui doivent et qui nous ont aidés à définir, en fait, à quoi devait ressembler le process, quels étaient les bons champs, les bons naming conventions pour définir des tables, et cetera, sur la base du process. Parce qu'encore une fois, la data doit faire parler le process et le process, en fait, est parlé via la data. La deuxième chose pour réussir quelque chose comme ça, parce qu'en fait, finalement, c'est un programme de technique, mais c'est aussi un programme de transformation. Il y a eu un gros Big Bang de la data démocratisation chez Sanofi en 2018. Et en fait, on partait pas de rien. Mais ce Big Bang de la démocratisation, il était basé sur des données brutes. Et finalement, là, on est en train de dire à tout le monde, attention, là, on va créer des bases de données harmonisées. En fait, ta logique, c'est peut-être pas la logique qu'on va mettre en place. Donc, il y avait vraiment un souci d'adoption et de transformation, en fait, et comment amener ce scale de, on va dire, 5000 personnes qui pouvaient contribuer à la data, en fait, qui étaient vraiment des data doueurs. Et donc, en gros, on a créé un process pour complètement décentraliser la construction de ces data fondations qu'on a appelé Be My Guest. Et donc, ce Be My Guest permettait de donner accès à tout le monde de manière gouvernée, la capacité de pouvoir proposer ou en tout cas construire avec nous ces data fondations. Et du coup, c'est grâce à ça, on a été extrêmement vite plutôt que de se dire, OK, non, c'est la core team, donc la team dont je parlais tout à l'heure, là, la data as a product, cette team-là qui va juste prendre tous les besoins et va harmoniser pour toute l'entreprise, en gros, ces data fondations. Et donc, les gens qui contribuent, c'est justement ces process owners dont tu parles. Donc, tu vas avoir les process owners, effectivement, qui vont nous aider à bien définir, en fait, à quoi doit ressembler le process et comment on doit le modéliser. Il y a énormément de travail de data modeling, finalement. Mais au tout début du podcast, on a parlé des data scientists sur les sites qui étaient extrêmement généralement, ils ont une maturité très, très importante. Et donc, globalement, on s'est dit comment on peut utiliser leurs connaissances de la meilleure des manières pour qu'ils viennent contribuer, en fait, à l'accélération de ce qu'on veut faire. Et évidemment, on ne pouvait pas juste leur laisser le champ libre. Donc, on leur a donné les accès. Dans Git, par exemple, on a un Be My Guest, donc un process, on les gouverne, mais on leur donne accès de manière gouvernée dans Git, en fait. Dans Airflow, dans DBT. En fait, à travers toute notre TL, on a une architecture standard. Et sur chaque partie de notre architecture standard, on a un process, donc Be My Guest, qui permet à tout le monde de venir contribuer. Et tu parlais à un moment aussi, on est passé un peu vite sur cette partie data mesh, d'avoir dû l'adapter au monde de la pharma ou à Sanofi. C'était un peu le côté les ERP sont pas prêts, donc on doit penser un peu différemment les squads as a product, ou c'était d'autres choses dont tu voulais parler là-dessus? Pour ceux qui travaillent dans la pharma, ils vont reconnaître ce mot-là, GXP, compliance. Et donc tout ce qu'on fait doit être testé, validé, retesté, documenté. Et donc, pareil, on a un process pour venir dans nos process de Be My Guest. On a des templates de documentation pour s'assurer qu'en fait, que tous ceux qui contribuent viennent documenter dans le cadre de ce process qualité finalement. Et c'est extrêmement important parce que souvent, on a des audits et aux audits, on doit montrer évidemment pas de blanche. On doit être capable de retracer l'historique de tout ce qui s'est passé. Donc ça, globalement, ça peut être un challenge. Ça peut venir challenger un peu l'agile. Quand tu prends l'agile, l'idée, c'est d'aller le plus vite possible de manière itérative.
Là, finalement, en fait, by design, tu es obligé de T'envoies pas le document On entier évite. rempli aux institutions qui te valident les choses, quoi. Ouais, tu te fais rattraper par la patrouille là, globalement, si tu fais ça. Donc voilà, Ok. c'est ultra structuré Donc, là-dessus. tu es obligé de créer un truc hybride où il y a des parties où tu restes agile sur des aspects tech, où tu peux aller parler à tes utilisateurs. Tant que ça reste vraiment interne, ça va. Sur de l'usage, de l'exploration, des choses comme ça. Mais quand tu es sur des choses qui sont en lien avec la réglementation, tu peux pas. C'est clair. Ça fait bien le lien avec ma prochaine question. J'avais demandé un peu si on fait un pas en arrière sur tous ces chantiers là qu'on vient d'évoquer. Quel a été ou quels ont été, tu dirais, les plus gros challenges que vous avez rencontrés? Le premier, on l'a un peu touché du doigt, c'est cet aspect transformation. En fait, c'est un programme technique. En fait, tout ce qu'on se dit, c'est de la data. Ça paraît complexe en termes techniques, mais finalement, c'est juste du modeling, de l'engineering et un petit peu de data science, on va dire. C'est des sujets de transformation. L'idée, c'était de ne pas faire ça juste pour nous et pour se faire plaisir, parce qu'en fait, on ne peut pas. L'idée, c'était d'embarquer un maximum de personnes et de communiquer un maximum. Donc, en gros, ce qu'on a fait, c'est qu'on a centralisé notre channel de communication aujourd'hui, et je crois qu'on est plus de 900 dans cette channel de communication. On envoie à chaque fois toutes les news sur la data et l'IA, sur ce qui se passe côté manufacturing and supply. On a des librairies où on explique clairement en fait tous nos process ou comment tu peux contribuer. En fait, moi, je crois énormément à cette approche user builder. Donc, si je suis un user, je vais jamais venir contribuer à ce que tu fais parce qu'en fait, je vais toujours me positionner en mode pushback. Parce qu'en fait, c'était toujours mieux avant. Avant, j'avais accès à tout. Maintenant, tu me mets un modèle d'abstraction, j'y crois pas trop, quoi. J'ai toujours poussé pour que les users soient des builders, donc parce que tu crées de la accountability. Et en fait, pour que ton user devienne builder, il faut qu'il se sente autonome en fait dans la capacité de pouvoir contribuer, etc. Donc ça, c'est ce qu'on a fait via les process qu'on mentionnait. Mais il y a aussi une approche de communication. Donc sur la communication, il faut qu'on soit extrêmement clair. Quel est le process pour avoir accès à ça ou à telle plateforme? Moi, je suis tel persona. Est-ce que je dois aller dans DataIQ? Est-ce que je dois aller dans la plateforme Snowflake? Donc voilà. Donc en fait, le modèle qu'on a pris sur la partie transfo communication, c'est vraiment un modèle TikTok finalement. En fait, il y a deux choses. On a créé des cheat sheets qui te disent 1, 2, 3. Tu as How to access data foundations in Snowflake. Boom, 1, 2, 3. Tu sais comment y accéder et c'est très clair d'un point de vue expérience utilisateur. Et il y a aussi toute la partie vidéo, puisqu'en fait, il y a un autre type de consommation. Donc, on a créé des vidéos très courtes sur des sujets très spécifiques pour venir répondre très rapidement à des sujets récurrents. Super intéressant. Les vidéos courtes, j'avais jamais entendu ça. Et après, je pense, mais c'est juste on en a déjà parlé, il y avait le sujet aussi GXP, enfin réglementaire, qui là aussi est un challenge particulier dans la pharma de faire de la data, de l'agile, mais dans ce contexte, quoi. Absolument. Et ici, en fait, si tu te souviens, au tout début, on se disait, l'idée, c'est de réduire par 2 le temps entre la découverte et le patient. Et donc, on se disait aussi qu'il fallait en fait connecter tous nos process. Ça, on l'a fait via la data. Donc, aujourd'hui, tous nos process sont interopérables. Ce qui fait qu'en fait, tu vas beaucoup plus vite dans l'implémentation des use cases AI et tu scales beaucoup plus rapidement. Tu vois, en gros, entre nos process, avant, tu avais chaque process qui était siloté. Maintenant, ils se parlent tous entre eux. Donc, le manufacturing parle avec la quality parle avec la supply chain, etc. Mais effectivement, ça, il faut être capable de le tracer parce qu'en fait, tu crées une sorte de généalogie sur toute ta chaîne de valeur. Et si tu as besoin de venir optimiser toute ta chaîne de valeur via un composant AI, donc le Simply dont on parlait tout à l'heure, il faut être en capacité de remonter toute cette histoire en fait, via les différents products. Et donc, effectivement, la partie compliance joue un rôle extrêmement important puisqu'en fait, tu as des dépendances entre des équipes et chaque équipe doit être extrêmement bien structurée et documentée pour pouvoir expliquer tous les modèles d'abstraction qu'ils ont créés ou tous les composants, les valeurs ajoutées qu'ils ont fournies pour pouvoir aller plus vite. Je suis curieux peut-être que tu illustres un peu ce que tu as dit sur maintenant les process sont vraiment connectés, parlent entre eux. Tu disais la supply qui parle avec la quality. Tu peux peut-être illustrer dans un cas concret, je sais pas, pour prendre un exemple peut-être d'un data scientist justement sur le terrain. Enfin, est-ce que c'est un moment où en fait il se passe le ballon d'un process à l'autre, que du coup c'est plus facile pour l'étape d'après de comprendre ce qui s'est passé avant? Enfin, j'essaie juste de comprendre sur le terrain qu'est-ce que tu mets derrière? Je suis un data scientist sur un site et ma mission, c'est d'aller identifier des lots de production en fait, sur lesquels il y a eu potentiellement une anomalie et comprendre en fait quelle était la route cause. À travers les data fondations, ce que tu peux faire, c'est tu vas aller chercher tes lots de production dans une base de données, donc une data fondation dans Snowflake. L'idée, c'est d'aller le chercher et d'aller le connecter, faire un join en fait en SQL sur une autre data fondation qualité, où tu vas aller chercher, voir si pour ce lot de production-là, j'ai finalement eu des anomalies. Là, tout ça, c'est pas centralisé. En fait, tu as plusieurs process et l'idée, c'est que tu fais parler des process entre eux via des joins en fait, dans tes data fondations, entre tes tables finalement. Et pour être vraiment très très pratique et illustrer vraiment ce sujet-là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé des unique IDs. Et ces unique IDs, en fait, c'est des identifiants uniques qui te permettent finalement, par définition, qui te permettent en fait de joindre les process entre eux, puisqu'en fait, c'est des
identifiants qui se répètent à travers tous les process. J'en ai en tête, par exemple, les matières que tu achètes. Ça, tu vas les retrouver dans tous les process. Tu vas aussi avoir la partie l'eau, ce qu'on appelle un batch. Le batch, en fait, c'est finalement, c'est comme dans la vie, tu vas avoir un batch par an, plusieurs enfants, les enfants vont devenir parents, etc. Donc, tu vas avoir toute ta généalogie de ta recette de cuisine, finalement. Et donc, c'est tout ça, en fait, c'est ce qui nous permet, c'est ces identifiants-là, donc c'est de la data, hein. C'est des clés, en fait, qui nous permettent de venir joindre les tables entre différentes bases de données. Et ça, peut-être du coup, pour bien comprendre la valeur par rapport à avant que justement ce travail soit fait, c'est-à-dire que le data scientist, au moment où il se disait, tiens, j'aimerais bien avoir des infos sur la qualité, sur ce que j'étais en train de regarder, et ben là, il était un peu en face d'un mur, quoi. C'est-à-dire que soit il fallait qu'il fasse une demande à une autre équipe, enfin, il se prenait quelques semaines dans la vue assez rapidement, ou fallait qu'il demande à quelqu'un, ou tout de suite, il faisait face à une complexité, quoi, pour essayer d'expliquer un peu le lien, quoi. Donc en fait, ça leur fait gagner des semaines à chaque fois qu'ils se posent des questions. Mais c'est marrant parce que souvent, en plus, je pense que la data, on a un peu ce truc où, comme dans des domaines où, une fois que ça marche, on oublie vite ce que c'était avant, tu vois. Et donc tout le monde est content que ça marche, etc. Et c'est seulement quand ça marche pas qu'on se rend compte à quel point on a fait un pas de géant. Et c'est marrant ce que tu dis parce qu'en fait, quand on voit les data ingénieurs et les data scientists maintenant qui viennent se plaindre pour un micro-problème, et je me dis, mais toi, tu n'étais pas là en 2018, hein. En plus, quelque chose que j'ai pas mentionné, mais en fait, effectivement, tu peux joindre tes process, mais avant, pour revenir sur ce que tu disais, le data scientist, en fait, il était capable de faire l'analyse sur un site. Mais parfois, on a des procédés de fabrication qui sont partagés entre plusieurs sites parce que les sites, on va toujours se spécialiser là où on a la meilleure connaissance dans chaque pays, on va dire. Donc, si tu veux aller chercher en fait ta donnée sur ce site A et que tu dois aller sur le site B, etc., et potentiellement, ils n'utilisaient pas le même SAP et il fallait connaître SAP. À l'époque, c'était vraiment compliqué, quoi. Donc maintenant, avec les data foundations, tu fais juste un select étoile from, paf, et tu as tout le scale du network, quoi. Quelles sont les prochaines étapes pour l'équipe data chez Sanofi? Maintenant qu'on a posé les bases avec les data fondations et qu'on peut faire parler tous nos process via la data, l'idée c'est de se dire comment on peut démocratiser la data au-delà des data analystes qui sont aujourd'hui, donc data analysts, data scientists qui sont nos personas cibles, on va dire aujourd'hui. Comment on peut venir augmenter la prise de décision via la data fiable, hein, testée, etc., sur les sites industriels au plus profond des activités qui sont faites. Donc aujourd'hui, on a une ambition sur laquelle on travaille avec plusieurs de nos partenaires, dont Snowflake, qui est de mettre en place un copilote qui sera basé sur nos data fondations, dans lesquels les personas, donc, qui ne sont pas du tout des experts data, vont pouvoir venir poser des questions dans un langage naturel. Par exemple, donne-moi le cycle time dans le bâtiment V16 à Marcy-l'Étoile. C'est ce genre de choses et d'itérer en fait sur les questions. Avec Snowflake, on a créé un POC et comme beaucoup d'entreprises, c'était impressionnant. En gros, on est venu créer des modèles sémantiques en Snowflake sur la base de nos data pour rapporter le contexte Sanofi, puisque les LLM en fait se débrouillent pas très bien quand c'est pas du texte. Là, on parle vraiment de base de données et de données structurées finalement, et non structurées parce qu'on a des PDF, mais globalement, c'est pas du texte. Donc, tu es obligé de créer des modèles sémantiques, des modèles agentiques, etc. Et bientôt les opérateurs. Mais c'était impressionnant. La qualité des réponses et le fait que tu puisses itérer, c'était fou. Donc maintenant, on sait qu'on a réussi ce POC. Le plus gros maintenant reste à scaler. Et donc, on est constamment en train de actuellement, on est en pleine bataille pour se dire, OK, donc on a ça entre les mains, on sait qu'on a nos data fondations qui sont fiables, on sait on a connecté tous nos process. Quel est le meilleur outil? Quand est-ce qu'on doit y aller? Quand est-ce que c'est le bon moment? Parce que c'est un fast market et tous les 6 mois, tu as quelque chose de nouveau. On l'a vu avec DeepSeek, ils ont mis à mal un petit peu OpenAI, mais globalement, il faut identifier le bon moment, pas être trop tôt ni trop tard et utiliser la bonne stack. Juste avant de conclure, j'étais curieux que tu nous parles un peu des outils, parce qu'effectivement, tu as cité Snowflake dont tu viens de parler. Je crois que tu m'avais parlé peut-être de Dataiku. Curieux que tu me dises quelles sont les quelques briques clés de la stack Data en Compass sur les dernières questions. Snowflake, c'est notre warehouse. Dataiku, c'est la stack qui est utilisée, qui est positionnée en tant que self-service data platform. Donc, c'est vraiment pour démocratiser la data au niveau des data analysts, avec du drag and drop, du no-code, on va dire. Power BI, évidemment, la vise, l'outil de vise classique pour faire du dashboarding. Et quand on monte un petit peu plus, donc dans les produits dont on parlait tout à l'heure, on a une stack qui ne bouge pas. Donc, c'est Airflow pour l'orchestration, DBT, c'est rien du classique, ouais, DBT, Airflow. Et Informatica, un petit peu plus atypique, pour extraire nos données depuis nos sites. En fait, pour les ramener dans le cloud, on a un extracteur Informatica. Ensuite, toute la partie data governance, data quality, elle se fait aussi dans un module Informatica qui s'appelle CDGC. Et la marketplace est aussi dans Informatica. Ok, excellent, parfait. Écoute, Thibaut, on arrive sur les dernières questions. Est-ce que tu as une recommandation de contenu à partager à nos auditeurs?
Une trilogie qui est dans l'air du temps, à mon sens, c'est la trilogie de Yuval Noah Harari, et notamment son livre Sapiens ou Homo Deus, en fait, qui traite de comment les avancées technologiques, et notamment l'IA, ont un impact en fait sur les biotechnologies et donc sur l'humain, la longévité de l'humain, etc. C'est vraiment dans l'air du temps. Donc voilà, je trouve que c'est excellent. Je mettrai ça en description. Je l'ai adoré de regarder. Il est juste là. Il n'est pas visible dans le plan, mais je l'ai là-haut, tu vois. Ah ouais. J'ai lu. Je confirme, il est bien là. Très bonne reco. Je mettrai un lien en description pour ceux qui veulent le trouver. Et enfin, qu'est-ce qui t'a le plus fait progresser? Quand on a préparé le podcast, je me suis posé cette question. Et en fait, toutes les entreprises, quelles qu'elles soient, vont toutes devenir plus ou moins tech. Et donc, pour devenir tech, il faut savoir prendre les meilleures décisions et ne pas se faire balader par les équipes tech, finalement. Ou ça va être capable de les challenger pour aller plus vite, pour être plus efficace dans la prise de décision, pour créer de l'autonomie, etc. Donc, en fait, ce qui m'a vraiment le plus fait progresser, je pense, c'est avoir été que sur des postes data auparavant, techniques, et d'être arrivé chez Sanofi dans une période où on avait toutes les plateformes best in class et on avait une latence incroyable. Donc, j'ai fait du data engineering, du front, de la pipeline sur Airflow, gestion AWS. Enfin, vraiment, c'était... Et donc, la gestion d'environnement sous Linux, etc. Donc, globalement, avoir mis les mains dans le cambouis avant, ça a été extrêmement utile pendant un petit moment quand même. Mais ça a été extrêmement utile maintenant que je gère une product line avec plusieurs types de produits, des produits d'engineering, des produits IA. Ça permet de mieux comprendre aussi les plateformes, quels sont les atouts des plateformes, comment elles fonctionnent. Voilà. Donc définitivement, c'est le fait d'avoir été technique avant d'avoir pris un poste de product. C'est bon, on va finir là-dessus. Merci beaucoup en tout cas d'être venu partager les 3 piliers un peu de la strat data et IA de Sanofi. C'était hyper intéressant. J'en profite peut-être pour demander à l'audience de nous dire ce qu'ils ont pensé de l'épisode. Mettez-nous un petit commentaire, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous êtes, Spotify, YouTube. Profitez-en pour vous abonner. Et puis, venez nous dire aussi ce que vous avez pensé de l'épisode sur les posts LinkedIn qu'on fera avec Thibaut en commentaire. Et puis voilà, je vous dis à bientôt. Merci Thibaut. Merci à toi pour l'invitation. Pour ceux que ça intéresse, je partage chaque jeudi via la newsletter DataGen un mail avec un zoom sur les éléments clés de l'épisode et la ressource recommandée par l'invité. Il se lit en 3 minutes. Je vous mets le lien pour s'inscrire en description.